Je crois que le titre de Fast and Furious 8, c'est The Fate and the Furious. Ah oui, parce qu'il y a The Fate, et le hate est contenu dans le hate. C'est bien vu. C'est la meilleure blague du film en plus. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné. Comme vous pouvez le constater grâce aux quelques octaves qui nous séparent, je ne suis pas Thomas Rozek. Le boss n'est pas là, mais pour autant les souris ne dansent pas. Oh non, elles roulent et elles font du tuning. Oui, tout à fait. Au programme aujourd'hui, Fast and Furious 8, The Fate and the Furious. Testostérone et grosse voiture. Le tout signé F. Gary Gray. Pour en parler, la crème des pilotes, David Honora. Salut. Salut. Normalement, j'aurais dû faire un truc du genre tu copies, c'est quoi ton QRZ? Mais je l'ai pas trop tenté. Également avec nous, Max Bénard. Salut. Salut Charline. C'est Nos Ciné, épisode 80, et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Pour la réalisation, Exit, Rob Cohen, John Singleton, Justin Lin, James Wan à la réal. Cette fois, F. Gary Gray, comme on le disait, un réalisateur entre autres de NWA Straight Outta Compton. Quel est le rapport? Aucun. Tout va pour le mieux pour ce qui est de l'histoire dans le meilleur des mondes, des gens rapides et dangereux, mais ça ne pouvait pas durer. Une femme, une terroriste high-tech, nous dit-on, entraîne ce bon vieux Dom sur le chemin glissant de la criminalité extrême. You know what I like about you, Dom? You're a genuine outlaw, but you're family. A hell of a job, brother. When we get back to the base, beer's on me. He's about to go up against the only thing they can't handle. You. Did you ever think you'd betray your family the way you did today? Un casting digne d'un Camoulox, l'inénarrable Vin Diesel, oui, toujours, Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Kurt Russell, Charlize Theron et même Hélène Mirren. Alors, les garçons, sortis de route ou pas? David Honora. Ce qui est assez fou quand même, c'est qu'on en soit au 8e épisode de cette saga qu'on aurait largement pu enterrer finalement après son premier épisode qui est vraiment pas le meilleur. Il y a eu un deuxième qui était encore pire que le premier, puis un troisième, voilà. Et en fait la série paraissait presque perdue avec la sortie de Tokyo Drift en 2006 et finalement c'est son réalisateur Justin Lin qui a réussi à la relancer en faisant revenir Paul Walker qui n'était pas dans le 3 et en le mettant aux côtés de Vin Diesel qui n'était pas dans le 2. Et ils ont fait un 4 et qui a eu énormément de succès et qui a depuis complètement relancé la série. Et il y a maintenant quasiment un épisode tous les ans ou tous les 2 ans. Avec, à mon sens, le meilleur épisode qui est le numéro 5. Et on arrive donc au 8e, ce qui me paraît, moi, quand même complètement dingue. Et je pense que c'est important de le rappeler, et on le rappellera également quand on en sera au numéro 15. Alors après, du coup, c'est un petit peu difficile de donner son avis, en fait, sur un Fast and Furious autrement qu'en le classant dans le reste de la saga. Et là, on commence en fait à être dans la répétition, la boucle temporelle et la prison de la surenchère, parce qu'en fait, l'idée c'est d'essayer de faire toujours plus vite, toujours plus furieux, toujours plus de stars, de guests dans tous les sens. On fait revenir les morts, on ajoute des superstars, on fait revenir ceux qui avaient pris pourtant leur retraite, les méchants s'ajoutent, etc. Et puis on va aussi essayer d'imaginer les scènes d'action les plus folles. Dans cet épisode-là, le climax, c'est une poursuite entre des bagnoles sur la banquise et un sous-marin, ce qui résume un peu le contexte. Alors, question automoto, on peut faire la course contre un sous-marin? Il n'y a pas un problème de différence de... Alors, réponse très pragmatique. Max Bénard. Très pragmatique. Aucun des véhicules n'est équipé de chaînes sur les pneus, donc forcément, ils ne peuvent pas aller à leur vitesse maximale. Il y en a maximale. même un Lamborghini qui a oublié les pneus. Exactement, qui a oublié. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Mais ça explique pourquoi ils ne peuvent pas aller beaucoup plus vite que le sous-marin. Non, c'est une explication complètement pourrie en vrai. C'est une explication complètement nulle. Mais effectivement, en plus, cette scène, elle est totalement absurde. Et puis, je la trouve, pour le coup, c'est très personnel, mais je ne l'ai même pas trouvée spectaculaire. Il y a des choses... C'est vrai que je pense que c'est en train c'est plus que tourner en rond, ça n'arrête pas de s'auto-citer.
j'ai l'impression que chaque scène du 8, c'est une scène que j'ai vue dans un épisode précédent. Ça va du repas en famille à la course-poursuite. Alors cette fois, c'est plus le même pilote, mais ça reste quand même la même course-poursuite. C'est la scène qui ouvre Fast 8. Elle est absolument ridicule. Alors, là encore, très subjectif. Mais ça devient une parodie de ce que c'était. Ça devient une parodie de film d'action, mais ça devient une parodie de Fast and Furious. C'était quoi à la base, en fait? C'est une parodie de ce que c'était, mais c'était quoi? Parce qu'à la base, le premier à la base, c'est quand même, c'est très simple. C'est un film de voiture, quoi. C'est un film de caisse, un film très très bête et méchant de caisse, de flic, et ça s'arrête là. Ça n'a pas beaucoup plus de prétention, le premier épisode en tout cas. Et puis petit à petit, c'est vrai que ça s'est perdu en chemin, et jusqu'au moment où Vin Diesel a vraiment visiblement décidé de reprendre les choses en main et dire ok, à partir de maintenant, ça va être over the top, et à chaque épisode, ça va être encore plus over the top que over the top. Et en même temps, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que effectivement, le premier épisode, il y a vraiment pas grand chose, quoi. C'est des bagnoles tunées et des nanas qui donnent le départ avec des jupes à la fouf, qui est un élément important qui est gardé dans tous les épisodes de la série jusqu'à l'épisode actuel. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que en remplissant le vide d'une sorte d'auto-célébration de la mythologie, ils ont fini par en faire quelque chose de plus ou moins sérieux. Alors en fait, il y a deux tendances. Il y a d'une part ce que disait Max, c'est-à-dire l'autocitation en permanence, et on est sur des dîners en famille, quand même, rien de tel que se remonter les manches pour aller mettre les mains dans la mécanique, etc. Là où ça touchait son summum, c'était dans l'épisode 7, où en plus il y avait le besoin de faire le deuil de l'acteur Paul Walker, qui a eu pas drôle, mais un accident de voiture et du coup a été célébré dans tout l'épisode. Charline. Et donc, c'est le principe, c'est dans les enterrements qu'on rigole le plus. Je suis désolée, je suis navrée, ne rions pas. Si drôle. Tu nous écoutes, Paul. Non, mais le pire, c'est que c'est très touchant en plus. Et c'est touchant, ça se discute, mais en fait, surtout, c'est intégré complètement dans le récit. Ils ont dû réécrire en partie le film, et c'était aussi un challenge technologique de le réintégrer dans certaines scènes. Donc à la fois, il y a le côté jeter un regard hyper sérieux sur quelque chose qui a été sacralisé par la saga elle-même. Et puis l'autre tendance de la saga, et ce qui vraiment a fait son succès, comme tu le disais, c'est finalement l'excès. Le choix de Vin Diesel de prendre le truc en main et de faire un peu ce que Tom Cruise a fait avec Mission Impossible. Et du coup, on retrouve énormément d'éléments, justement, des grosses productions de films d'action, d'espionnage, où en fait on va visiter un peu les quatre coins du monde, on va avoir des grosses scènes d'action qu'on va pouvoir caler dans la bande-annonce pour dire cette fois on s'est pas foutu de votre gueule, on saute des avions en parachute avec les voitures, on passe d'une tour à l'autre. Ça c'était dans l'épisode 7, où ici il y a une poursuite avec toutes les voitures de la ville qui se mettent à se conduire toutes seules et à tomber des immeubles. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui en font le truc superfétatoire d'Hollywood et qui rapporte un paquet de dollars. Mais ce genre d'exercice, si c'est fait avec un peu de second degré, ça peut ne pas être pénible à regarder. Oui, ça peut, sauf que là, le second degré, je pense que ça fait longtemps qu'il est parti à la poubelle. J'ai la sensation que, en tout cas pour ce qui est de Fast 8, le film est vraiment écrasé littéralement par l'ego de Vin Diesel du début à la fin, qui aimerait beaucoup être Tom Cruise dans Mission Impossible et qui ne le sera jamais pour 1 milliard de raisons. Personne ne court aussi bien que Tom Cruise. Exactement. Pourtant, j'aime beaucoup Vin Diesel, c'est même pas, je critique pas l'acteur en lui-même, mais en tout cas dans ce film, précisément, il prend tellement le devant que ça en devient étouffant, je trouve, littéralement étouffant. Alors attention, pavé dans la mare ou sur le pare-brise. En fait, le principe aussi de ce genre de franchise, parfois on est content de retrouver les personnages quand ça marche un peu comme dans un buddy movie. Là, le film a quand même été précédé avant sa sortie d'un très mauvaise pub, puisqu'a priori les deux stars mâles, à savoir Dwayne Johnson et Vin Diesel, peuvent pas se blairer en fait. Donc est-ce qu'il y a un moment ça impacte le film ou pas du tout? Alors, pas vraiment, parce que pour le coup,
l'aspect buddy movie, en tout cas, se joue très peu dans le film entre ces deux personnages. Du coup, je voulais revenir sur un point sur l'humour, justement, où, en revanche, il y a notamment Ludacris et l'autre acteur dont j'ai oublié le nom, Tyrese qui eux sont censés être les comic relief de la saga. La manière dont ils se comportent, notamment avec le personnage féminin, et en fait ça paraît tellement être en pilote automatique qu'on n'y croit pas du tout, on n'est pas du tout embarqué dans la complicité qu'ils ont entre eux, et pour moi c'est un des gros problèmes de cet épisode. Ça force énormément. C'est pas sa force, mais sa force, c'est forcé. Oui, c'est forcé. Et du coup, il y a un problème de rythme en fait, où on a en fait des très longues séquences d'action, des séquences de dialogue, mais qui sont pseudo-sérieuses, qui n'ont aucun intérêt. Le personnage de Charlize Theron, je trouve, est très raté. Qui joue le méchant de high-tech. Le méchant high-tech. Et elle a des petites tresses et tout pour donner le change. Et du coup, tous les effets comiques passent complètement à côté parce qu'on n'est pas du tout intégré dans cette complicité-là. Mis à part peut-être la scène dans l'avion, la scène avec Jason Statham qui va secourir. Je vais peut-être pas forcément spoiler la chose, mais je trouvais que la scène en tout cas fonctionne très bien. Alors c'est un peu pompé sur la scène des X-Men avec je sais plus comment s'appelle le personnage en français qui se met à courir dans tous les sens et tout le monde est au ralenti autour de lui. Quicksilver. Voilà, Quicksilver, exactement. Il y a ce côté-là un petit peu dans cette scène. Il va aller sauver un personnage et voilà, je trouve que la scène fonctionne plutôt bien sur ce registre léger et drôle. Peut-être parce que Statham est un bon acteur. Peut-être aussi parce que ce passage particulièrement est bien écrit, ou en tout cas est écrit tout court, contrairement au reste du film. Mais voilà, c'est juste des petits îlots Oui, et c'est vrai qu'en y pensant, et là je me rends compte aussi d'un autre problème du film, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. J'allais dire qu'il y a aussi le personnage de Kurt Russell qui est flanché d'un acolyte qui est le fils de Clint Eastwood, qu'on a finalement pas trop vu. Scott Eastwood, il a joué dans quelques films de son père et souvent plus que des seconds rôles, quoi. Et là on le voit un peu plus et il est un peu bizuté en fait par la saga. Et je trouve ça, en fait, dans le même genre, Steven Soderbergh avec la série des Ocean's 11 se jouait de ça et en fait réussissait bien à gérer un gros casting de stars et à mettre en évidence le rapport entre les stars et à rajouter au-delà du film de casse tout un côté ironique et second degré sur les relations entre les stars. Là on a vraiment effectivement ça fonctionne par îlot, c'est-à-dire que parfois juste par la performance ou par le charisme d'un acteur il va se passer quelque chose de plutôt sympa, mais la plupart du temps on est surtout perdu et ennuyé en fait entre toutes les storylines qui se mélangent et tout ça. Et quid de Dame Hélène Mirren? On parle quand même d'Hélène Mirren dans Fast and Furious 8. Je voudrais que quelqu'un en parle, s'il vous plaît, quand même. En fait, je me rappelle. Je me souviens de m'être dit mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a une micro-scène en vérité. C'est plus un caméo. Voilà, elle n'a pas vraiment de rôle important. Oui, c'est la mère anglaise. Oui, c'est la maman. Voilà. Ouais, c'est nul. Voilà, micro-critique. Non, mais voilà, c'est vraiment un caméo. Je sais même pas. Elle est venue là parce qu'il fallait rajouter encore un nom de plus au casting et que ça faisait bien peut-être. En revanche, cette histoire de ces deux frères britanniques, donc un joué par Jason Statham, et l'autre je sais plus qui joue son frère, ça m'a rappelé la comédie dont Stéphane Mosaïkis avait parlé dans un de nos ciné qui s'appelle, je crois, Agents très spéciaux avec Sacha Baron Cohen, que je recommande largement plus très, très drôle, pour aller voir un peu des frères britanniques dans l'action. Si je vous demande rapidement d'en sauver un dans la franchise, Mission Impossible ou pas? Alors moi, très, très nettement, c'est le 5. Justement parce que... En fait ce qui est marrant, c'est ce que je disais, c'est la saga a tendance à visiter différents genres de films d'action, et parfois on va être plus proche du film d'espionnage. Dans le 5, on est plus proche du film de casse, et je trouve que c'est assez adapté, notamment... pour gérer la multiplicité des personnages et faire en sorte que chacun ait sa spécialité. Et il y a notamment une scène d'anthologie où en fait ils doivent cambrioler un gros coffre.
Et en fait, l'idée qu'ils ont, c'est de l'accrocher avec leur bagnole, et le coffre doit faire, je sais pas, 10 mètres cubes, et carrément, ils le tirent avec leur voiture, et ça fait une poursuite incroyable dans la ville, avec un énorme coffre qui tire avec les bagnoles. Et en gros, l'ensemble du film est beaucoup plus fluide, il y a moins d'intrigues qui partent dans tous les sens, et c'est porté par des grandes scènes d'anthologie dans ce genre-là. Donc moi, c'est mon préféré. Max ? Ouais, écoute, j'aurais plutôt dit alors j'en dire deux en fait, le premier et le 7. Le premier parce que il pose quand même les bases de la franchise. Ça reste un petit film d'action plutôt rigolo à voir. Et puis surtout un bon film de voiture. Et puis le 7 parce que c'est celui qui va le plus loin justement dans ce côté très radical. On va à fond dans tous les sens. Et surtout, il boucle complètement l'arc autour de Paul Walker, de Brian. À mon avis, la saga aurait dû s'arrêter là. Je crois que, si je dis pas de bêtises, le Fast 8 ouvre une nouvelle trilogie en fait, qui va se poursuivre avec le 9 et le 10, donc le 9 en 2019 et le 10 en 2021. Mais que vont-ils faire après le sous-marin ? Avec toujours Charlize Theron qui sera la bad girl durant la nouvelle trilogie, et elle est un peu triste en fait, je pense, cette nouvelle trilogie qui s'ouvre. Donc moi je dis, arrêtons-nous sur le 7. Le premier et le 7, ça suffit largement pour avoir absolument tous les codes et savoir ce que c'est Fast and Furious. La traditionnelle reco, alors je sais pas, a priori pas dans la saga Fast and Furious, si je vous ai bien compris, David ? Du coup, je vais rester dans les films de voiture et parler. Il y a un petit lien avec Fast and Furious via Kurt Russell. C'est un film mal aimé de Quentin Tarantino qui s'appelle Boulevard de la Mort, qui pour moi est. Je suis pas du tout lecteur d'Auto Plus ou de ce genre de choses. J'ai absolument aucune affection particulière pour l'automobile, sauf quand je suis devant ce film qui me rend complètement hystérique. Enfin, je trouve que c'est un film qui est à la fois extraordinaire dans la manière de faire vivre ces personnages et dans la manière de créer une relation charnelle entre à la fois les personnages et les engins qui s'entrechoquent. Comme dans un film d'horreur, voilà. Je suis ravi que tu fasses cette reco parce que c'est le premier film auquel j'ai pensé quand il a fallu trouver une reco pour Fast. Donc c'est très bien, j'ai pas besoin d'en parler. Non, c'est parfait, j'ai pas besoin d'en parler. Alors, bon, pour moi, le film de voiture évident, ça aurait été Drive. C'est peut-être un choix un peu trop facile. C'est un film que j'aime beaucoup, mais trop simple. Donc je vais pas prendre un film de voiture, je vais plutôt parler de Pitch Black, qui est le premier grand rôle de Vin Diesel au cinéma. En plus, il joue un héros qui est quasiment mutique, donc c'est pas plus mal. Mais surtout, moi, j'ai beaucoup d'affection à la fois pour ce film et pour Vin Diesel dans ce rôle-là. C'est donc un film qui est sorti au début des années 2000, si je dis pas de bêtises. Un film de science-fiction assez crépusculaire, assez troublant, et qui ouvrait beaucoup de belles perspectives quand on a su que derrière le personnage en Riddick, qui est joué par Vin Diesel, allait avoir tout un univers qui allait s'ouvrir. Bon, c'est retombé complètement par terre dès le deuxième film, mais Pitch Black est un très 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 bon film de SF, et avec un Vin Diesel qui porte la chose admirablement bien. Je me permets juste une reco, la scène extraite du film Be Cool réalisé par F. Gary Gray, qui est donc une scène qui a été une scène coupée, me semble-t-il, un clip dans lequel Dwayne Johnson, The Rock, joue donc les chanteurs de country, puisque je suis team Dwayne Johnson en fait, plus que Vin Diesel. Tu es plus ok, d'accord. Absolument. D'accord. Ce qu'il faut retenir de cette émission, deux choses très importantes: sans pneus neige, on ne peut pas faire la course contre un sous-marin. Et deuxième info importante, David Honora dit ralafouf, une expression que je n'ai pas entendue depuis à peu près 95. Nos ciné, c'est terminé. Retrouvez les numéros précédents et le programme des prochaines sur nosciné.com. Abonnez-vous et retrouvez l'ensemble des excellents podcasts du réseau Binge Audio sur binge.audio. Salut. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.